Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Observatoire de la sensibilité. L'Observatoire de la sensibilité a été créé par Saverio Tomasella, co-dirigé l'année dernière par Fanny Marais et Elodie Crépel, reprise cette année par Christine Leclerc-Scherling et Alban Bourdi. Je suis Audrey Hernandez, coach de vie pour femmes au potentiel intellectuel et hautement sensibles. J'accompagne la reconversion professionnelle des femmes atypiques. Cette année, j'ai souhaité te partager des portraits de personnes formées au sein de l'Observatoire de la sensibilité sous différents angles. Différents parcours et sujets y seront donc abordés. J'ai organisé une table ronde avec les co-dirigeants de l'Observatoire de la sensibilité et des pros formés au sein de lui-même pour aborder le thème de la haute sensibilité dans le monde professionnel. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue. Alors, on se retrouve aujourd'hui autour d'une table ronde concernant le sujet la haute sensibilité dans le monde professionnel et plus parce que on déborde souvent sur plein d'autres aspects. Bienvenue à toutes et tous. Avant de démarrer sur nos thèmes, je vais demander à Alban et Christine de vous présenter et également de dire votre rôle au sein de l'Observatoire. Et puis après, on viendra à la rencontre d'Elsa, de Louisa et de Sandra. Christine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Volontiers, bonjour. Merci de l'opportunité aussi. Et puis, alors, je suis Christine Leclerc-Scherling, je suis psychologue en réinsertion pour une fondation privée en Suisse. Et puis, je suis aussi coach international pour une compagnie de coaching américaine. Et puis, aussi co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité depuis août 2022. Et puis, c'est plutôt dans la perspective de formation et dans la perspective d'enquête où je suis plutôt active dans l'Observatoire. Et donc, d'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours. Il y a un questionnaire qui est sur les réseaux. J'en profite jusqu'à la fin du mois. Et puis, les résultats seront partagés lors de la semaine de la sensibilité. Tout à fait. Alors, du coup, là, à la fin du mois, niveau temps, vous l'écouterez ou vous nous regarderez au moment où il y aura déjà eu le résultat. Mais tout à fait, on n'hésitera pas à continuer à faire de la pub en attendant. Merci, Christine. Merci. Alban? Oui, bonjour Audrey, bonjour à tous. Bonjour, Alban. Bonjour. Alors moi, donc, je co-dirige avec Christine l'Observatoire de la sensibilité et j'ai pas mal d'activités en fait professionnelles ou semi-professionnelles. J'ai toujours la particularité d'avoir jamais mis de frontières en fait en ce qui est personnel et professionnel dans la façon dont j'appréhende les choses. Pour moi, c'est tout un peu mélangé, voilà, mais mélangé de façon qui me semble en tout cas assez harmonieuse, assez intègre. En tout cas, c'est pas mélangé dans le sens c'est la confusion. Et sinon, j'écris principalement, donc je suis écrivain, je fais des conférences aussi, donc conférencier, et puis j'ai créé une association il y a 6 ans quasiment qui s'appelle Sourdo Essence, une association qui existe en France et en Suisse. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, je fais beaucoup de choses comme ça différentes, donc voilà, on pourrait dire un peu différentes, mais je pense là j'ai dit l'essentiel. Tu es un couteau suisse en fait. Tu touches à tout ce qui t'intéresse et tu développes en fait. Merci Alban. Elsa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Elsa Couvegne, je suis sophrologue et future praticienne en hypnose. Je suis basée à Paris dans le 15e arrondissement. Et en fait, j'ai quitté le monde de l'entreprise il y a 1 an suite au contexte sanitaire qu'on a tous vécu, qui a fait mettre pas mal de choses sur le tapis, hypersensible depuis, en tout cas je le sais, depuis 3 ans. Et du coup, voilà, moi je suis là pour parler effectivement aussi de l'hypersensibilité au travail et des changements que ça peut amener dans une reconversion, puisque j'ai créé mon cabinet il y a 6 mois maintenant. Okay. Donc c'est tout récent. Super, merci. Ouais, merci. Louisa? Bonjour à chacun, merci pour l'opportunité aussi. Alors moi, je suis Louisa Benjilali, je suis enseignante en école primaire depuis 17 ans maintenant. Et puis depuis 4 ans, je suis diplômée en sophrologie. Donc du coup, je suis maintenant à mi-temps enseignante et à mi-temps sophrologue et accompagnatrice sur divers sujets, dont la connaissance de soi, la quête de sens et l'équilibre vie pro-vie personnelle. Je suis aussi formatrice pour un organisme de formation où j'interviens dans des écoles et dans des entreprises. Multicasquette alors, ok, super.
Merci Louisa. Avec plaisir. Sandra, est-ce que tu peux te Alors, présenter? bonjour à tous, ravi d'être autour de cette table ronde. Alors donc pour ma part, Sandra Bouzon, je suis dans le secteur savoyard. Voilà, je suis principalement DRH au sein du secteur public. Donc dans une grosse collectivité avec 800 collaborateurs, une quarantaine de services. Et en parallèle, donc je suis coach professionnel, donc spécialisé dans l'évolution professionnelle, en tout cas l'accompagnement à l'évolution ou à la reconversion professionnelle à travers différents outils et également formé par l'Observatoire de la sensibilité pour l'accompagnement des personnes hypersensibles. Et donc moi-même hautement sensible, une belle découverte il y a 4 ans maintenant. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Je termine et je vais dire un petit peu quel rôle je vais jouer aussi dans le podcast. Alban, tu veux nous dire quelque chose? Non, c'était juste pour rajouter, parce que quand je vous ai entendu, je me suis dit, il y avait 2 petites choses à rajouter. C'est que déjà, je crois que j'ai pas dit mon prénom, hein, je suis sûr a priori, mon nom de famille, pardon. Je suis sûr a priori, puis je vous entends toutes dire le vôtre. Donc voilà, je m'appelle Alban Bourdi. Et puis j'aurais pu dire, parmi mes activités aussi, ça m'est revenu quand je vous ai entendu parler aussi que voilà, j'étais coach neuropraticien aussi. Donc voilà, c'est juste ce qui m'est venu en tête de dire quand je vous ai entendu. Comment t'as pu oublier? Tu en fais tellement. Merci Alban, t'as bien fait. Alors, du coup, moi, dans cette table ronde, je m'appelle Audrey Hernandez, je suis coach de vie pour femmes hautement sensibles et principalement HPI, donc au potentiel intellectuel. J'adore les personnes qui arrivent et qui me disent « Oh non, moi, je suis juste hypersensible. » C'est mon dada. Donc aujourd'hui, on va partager et je vais essayer d'harmoniser en tout cas nos retours, d'aller amener vos thèmes et de rebondir sur ce que vous allez dire pour peut-être approfondir un petit peu plus. Et en gros, je suis une espèce de bâton de parole pour aujourd'hui. Voilà. Qui a envie de commencer par son thème? Et après, on ira un petit peu engranger. Je vous ai entendu tout à l'heure, donc Sandra et Elsa, avoir précisé depuis combien de temps vous avez découvert que vous êtes sensible. Est-ce qu'on peut peut-être démarrer par là? C'est souvent la clé. Bien sûr. Alors Elsa, tu disais, alors, si je ne me trompe pas, depuis 3 ans. Oh oui, bientôt 3 ans. En fait, je l'ai découvert pendant le premier confinement. J'avais pas grand-chose à faire de mes journées. Et puis, en fait, sur Instagram, voilà, en cherchant un petit peu, je suis un kiné qui s'appelle Majeur Mouvement et qui avait fait un dessin en fait de ce qu'était l'hypersensibilité pour lui. Et en fait, ça m'a énormément parlé. Mais j'ai pas de suite percuté en fait, j'ai pas trop fait le lien à ce moment-là. C'est un petit peu plus tard où finalement je suis allée me renseigner un peu par curiosité et en fait ça a été une évidence. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait une dizaine, une quinzaine et là j'avais plus de doute. À ce moment-là, je vois toujours une psychologue qui, en travaillant avec elle, me l'a confirmé également. Donc voilà, c'est plutôt récent et l'avantage c'est que ça m'a permis d'avoir des réponses à des questions que j'avais depuis, je dirais peut-être même depuis que je suis toute petite. Et ça a été vraiment une révélation dans un sens très 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 positif. C'est chouette ce que tu dis et ça va être un bon démarrage. C'est en gros aller à la rencontre de soi et partir de soi, sa propre introspection, puis après se déployer. Parce que toi, ce que tu souhaites apporter aujourd'hui en termes, c'est la reconversion, changement de carrière. Parce qu'en fait, j'ai découvert que j'étais tata et donc exactement. Du coup, ouais, et on comprend mieux. Voilà, moi je comprenais mieux pourquoi j'avais du mal à être totalement épanouie dans le monde du travail, qui est à mes yeux des fois très très violent en termes de management. Et du coup qui en fait me faisait me renfermer sur moi-même. Je travaillais beaucoup pour essayer de prouver alors que en soi on n'a pas grand-chose à prouver à part juste bien faire son travail. Et du coup voilà, l'idée c'était que en faisant plein de choses aussi à côté, ça m'a permis de me dire que je suis capable de me détacher de ce milieu-là qui ne m'appartient plus. Alors après, c'est pas forcément facile. Je pense qu'il y a des hypersensibles qui ne vont pas forcément pouvoir le faire. Donc, c'est aussi leur apporter des solutions dans le milieu du travail. Donc, il y a des personnes, Simon, qui pourront en parler. Mais l'idée, c'est de dire, même en étant hypersensible et qu'on est dans ce milieu-là qui ne nous va plus, on a des solutions
pour se mettre à son compte, faire autre chose et être complètement épanoui et en paix entre guillemets avec soi-même. Et ça n'a pas de prix. Ah oui, ça permet de bien dormir, on est d'accord. Exactement. Entre autres. Entre autres. Et du coup, quand tu t'es reconvertie, est-ce qu'on a le droit de savoir de quoi qu'est-ce que tu vas bien quitter sûr, bien sûr. Avant, alors j'ai fait plusieurs métiers, mais le dernier, j'étais chef de projet dans l'événementiel. Donc, j'organisais des événements pour les entreprises. Donc, c'est tout ce qui est dîner d'affaires, conventions, séminaires, voyages à l'étranger. Et effectivement, avec la crise du Covid, on a été impacté de plein fouet. Donc, on s'est retrouvé au chômage partiel. Donc là, voilà, c'est un petit peu, on passe de 70 heures par semaine à beaucoup moins. C'est un métier que j'ai adoré, mais très très intense, très physique. Et du coup, ça m'a permis justement de mettre des limites que je n'avais pas en fait. Parce que je disais oui à tout pour faire plaisir à tout le monde. Donc, je me mettais moi physiquement et psychologiquement un peu en danger sans m'en rendre compte. Et du coup, en fait, cette crise, elle a été bénéfique. Et le fait d'apprendre que j'étais hypersensible m'a permis justement de dire ok, là, stop, ça va trop loin, mets tes limites, apprends à dire non et de continuer un travail de développement personnel aussi là-dessus. Et oui, parce que se connaître, ça veut dire aussi connaître ses propres limites et donc les transmettre. Exactement. Pas se faire bouffer par des choses et qu'on quand on est regrette. hypersensible, on le sait pas, ou on sait mais on veut pas les voir aussi. C'est se remettre en question sur pas mal de choses, c'est bousculer un petit peu, se dire on va quitter un CDI, on sait pas trop vers où. Donc il y a des peurs qui sont normales, qui sont légitimes, mais voilà, on peut y arriver en travaillant sur pas mal de choses. Ça prend du temps. Je pense qu'il y a un travail qui est jusqu'à la fin de nos jours sur l'hypersensibilité, mais voilà, quand on a déjà des réponses, ça permet déjà de faire un grand pas vers une amélioration et un développement personnel qui est quand même assez fantastique. Tout à fait. Oui, cette crise aura réveillé d'autres crises à l'intérieur de soi, mais bénéfiques. Exactement. Des révélations, même. Des révélations. Oui. J'aime bien. Ça brille. Oui, exactement. Sandra, tout à l'heure, tu disais, c'est toi qui l'as découvert depuis 4 ans, ta haute sensibilité. Alors, oui, depuis petite, une sensibilité très exacerbée. Voilà, effectivement, on va dire l'alarme facile, la sensation de percevoir l'environnement x10. Voilà, tout ça était très 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 présent depuis mon enfance, jusqu'à un beau jour par hasard, mais j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a jamais de hasard. La vie m'offre l'opportunité de rencontrer un neuropsy où finalement la première détection entre guillemets a été le haut potentiel intellectuel. Et j'ai envie de dire du coup l'hypersensibilité en a entre guillemets découlé. Voilà, en tout cas la porte d'entrée a été effectivement la détection du haut potentiel intellectuel. Et là voilà, j'ai découvert mon mode d'emploi. J'ai regretté de ne pas l'avoir eu avant. J'ai perdu, entre guillemets, quelques années de ma vie, même si il n'y a jamais rien de perdu. Mais waouh, ça y est, enfin, je me découvrais. Et je ne vais pas dire qu'il y avait plus qu'un, mais presque. Donc le plaisir, sincèrement, le plaisir, même si parfois c'est déroutant et pas forcément toujours très confortable, mais en tout cas de se dire je ne suis pas folle, c'est déjà bien. Je suis normale. C'est ça. C'est quoi la normalité? Vous avez 4 heures. Ça va être long. Donc voilà, et en même temps étant très engagée dans le milieu professionnel, et avec effectivement mon poste de DRH, j'ai identifié l'importance du rôle managérial en tant que personne hautement sensible, mais également aux côtés de collaborateurs hautement sensibles, comme aux côtés de collaborateurs qui ne le sont pas. Et finalement, comment faire cohabiter tout le monde, puisque voilà, certains pourront regarder les collègues en disant mais elle pleure tout le temps, comment ça se fait, c'est pas normal. Enfin, voilà, donc et qui plus est parfois dans des milieux très féminins où c'est pas forcément toujours facile.
Et en même temps, j'aime beaucoup la citation qui dit si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Et là, pour le coup, avec les personnes hautement sensibles, je trouve que c'est vraiment une citation qui a tout son sens, puisque l'engagement, la loyauté, voilà, ce sont les valeurs qu'on a. Là aussi, x10, effectivement, avec les limites que ça peut avoir. Et je rejoins effectivement Elsa sur le fait d'arriver à poser ses limites, ce qui n'est pas forcément toujours évident, hein, puisque on fait les choses avec les tripes, avec le cœur, avec tout ce qu'on est, et surtout avec nos sentiments, nos sensations, nos émotions. Et c'est aussi au milieu de tout ça comment on se préserve en tant que manager. Et comment on arrive aussi à faire vivre les collaborateurs dans un environnement qui est suffisamment serein et épanouissant pour tous. Et comment tu fais alors? C'est super intéressant de dire voilà, de faire cohabiter les personnes hautement sensibles, faire cohabiter les personnes non hautement sensibles. Toi, tu l'es également. Tu as aussi la cartographie, si je peux mettre ce mot-là, HPI. Comment tu fais pour faire entendre tout le monde? Parce que parfois, on peut avoir affaire on a l'impression que c'est un tel décalage que personne n'arrivera à nous comprendre, on n'arrivera pas à communiquer vraiment de façon fluide et non agressive, etc. Comment tu fais? Alors, Audrey, tu as donné quasiment la réponse dans ta phrase, hein. Je crois que essentiellement tout passe beaucoup par la communication, sans forcément entre guillemets se mettre des étiquettes sur le front, hein. C'est pas du tout ça, mais je crois que les deux maîtres mots au sein des équipes, c'est la tolérance et la communication. C'est aussi le respect des uns des autres, hein. On a tous nos qualités, on a tous nos axes de progrès, et j'ai envie de dire, au-delà de la haute sensibilité, oui, effectivement, c'est la tolérance dans les équipes, c'est l'écoute. On en discutait avec Saverio Tomasella il n'y a pas très longtemps, où justement je le questionnais sur sa façon de voir les choses aussi, et sur parfois la difficulté du mixte des deux dans les équipes. Et effectivement, on se rejoignait sur l'écoute en tant que manager, effectivement, l'écoute de ses collaborateurs, et également de favoriser la communication entre les différents collaborateurs. Voilà. C'est pas la recette magique, si ce n'est qu'il y en a une, mais effectivement, je pense que ça peut permettre déjà de résoudre beaucoup de choses, et en tant qu'hypersensible, quand on a une oreille attentive, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je me permets d'aller un petit peu plus loin si tu le souhaites, mais t'es pas obligé de me dire que tu veux répondre. Tu as la casquette quand même de DRH, donc d'un point de vue hiérarchique, en France, il y a des positions, des postures qui fait que dans la tête des gens, on n'a pas forcément envie d'aller parler au N+1, N+2, etc. Comment tu arrives à amener ça et à amener justement cette fluidité pour que finalement cette communication tente au moins de se faire sans qu'on ait peur de venir te voir, etc. Alors, j'ai envie de dire que c'est effectivement une question de posture, c'est-à-dire qu'au-delà de la place dans l'organigramme, c'est une chose. Je pense qu'effectivement, si on rencontre les collaborateurs et que à un moment donné, on est suffisamment dans l'échange pour que, entre guillemets, là aussi, l'étiquette tombe, et qu'on puisse être dans l'échange au-delà, encore une fois, des rapports hiérarchiques et de tout rapport d'ailleurs. Je pense qu'après les choses se font naturellement, et là aussi la communication elle a tout son rôle, hein. Oui, complètement. Oui, c'est un peu finalement enlever l'affect quelque part, ou les a priori d'un côté comme de l'autre, puis essayer de rentrer en communication, en tout cas avec telle ou telle personne, pour que ça puisse se faire de façon plus simple, peut-être. Oui, et en tant que manager hypersensible, je parle toujours de ce radar que nous avons quand je vois que tout le monde sourit, donc oui. Le fameux radar, quand on arrive le matin, le matin ou au cours de la journée dans une pièce ou au sein d'un service, et qu'on est en capacité de ressentir l'état émotionnel, je dirais, de chacun.
ça n'a pas de prix en tant que manager. C'est un véritable atout, c'est une véritable force. Effectivement, il faut aussi savoir se protéger de ça, hein, parce qu'on peut aussi tout prendre, et c'est pas toujours facile. Là aussi, des limites sont nécessaires, mais en tout cas, cette capacité, c'est une compétence et c'est un atout en tant que manager qui encore une fois, qui n'a pas de prix. Ouais. Et qui permet, du coup, entre guillemets, de se mettre à la alors, j'aime pas parler de hauteur, mais on va dire à la hauteur de la personne avec laquelle on échange, et forcément, on n'échangera pas de la même façon avec quelqu'un qui n'est pas forcément très bien, avec quelqu'un qui est en pleine forme, hein, même si la tension est la même, mais en tout cas, dans l'échange, forcément, voilà, on mettra à la hauteur émotionnelle, en tout cas. Voilà, c'est ça. Pas hiérarchique, mais plutôt émotionnelle. Complètement. Christine, j'ai pas pu m'empêcher de voir que tu faisais comme ça, plutôt. Du coup, j'ai envie de te donner la parole. Merci. Tellement. Ça me parle tellement, Sandra. Déjà, j'aime beaucoup l'idée du mode d'emploi. Parce que si on venait avec un mode d'emploi, ce serait drôlement bien. Et puis, c'est cette position aussi un peu pivot parfois qu'on peut avoir dans l'accompagnement, où tout à coup, la personne qui se rend compte qu'elle a une particularité qu'elle n'avait pas identifiée avant, maintenant, elle se rend compte qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand, qui est une minorité, donc c'est plus petit que la majorité, mais quand même, c'est un groupe. Et puis ça fait du bien de se retrouver avec d'autres personnes pour identifier ça. Après, c'est pas la finalité, hein. Une fois qu'on a rencontré d'autres personnes hautement sensibles, ça nous valide, mais c'est quand même bien de pouvoir parler plusieurs langages. Aussi, ce qui m'intéressait dans l'expérience de Sandra, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà c'est la vision positive, de dire c'est un atout. C'est pas oh mon Dieu, j'arrive dans une salle et puis je me sens bombardée par les émotions de tout le monde et puis j'arrive pas à faire la part des choses. C'est pas ça, c'est au contraire se dire oh, mais qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se dire mais j'ai pas besoin de demander, je le vois, je le sens et puis je peux directement agir au niveau de là où on va se comprendre, parce que c'est vraiment ça, c'est de chercher la connexion. Et puis de se dire que c'est un atout, parce que ça permet de rentrer directement en connexion avec la personne, et puis ça permet de valider l'humeur de l'autre, de se présenter à ce niveau-là. Et puis après moi j'ai un petit bémol où je me dis, je crois que ce qui est important, c'est vraiment que j'ai envie de dire qu'on se reconnaisse. Puis on parlait tout à l'heure de voyage avec Elsa, mais je pense que c'est vraiment important pour le manager d'identifier qu'il a cette carte-là, identifier qu'il a cette possibilité-là, parce que sinon ça peut vite devenir de la manipulation. Si je sens tout ça mais que je n'ai pas l'étiquette dessus et que je me dis mais là il y a une faille que je peux utiliser, ça vient plus la même chose, ça vient plus du management, du leadership, où vraiment on est là pour que l'autre puisse grandir et puis pour que l'autre puisse se sentir bien dans ses accomplissements. On devient un petit peu la personne qui est responsable des chiffres et puis qui utilise un petit peu le territoire qu'il ou elle a en face de lui. Donc je pense que c'est vraiment important la démarche d'Elsa de dire qu'il faut aller à la rencontre de soi, de se découvrir, et puis le plaisir que Sandra peut partager, de dire que c'est vraiment un atout. Puis quand on le comprend, quand on voit ce mode d'emploi, non seulement il marche pour soi, mais en plus plus on comprend comment ça fonctionne pour soi, et plus en fait on peut accompagner d'autres personnes à leur découverte singulière, parce que ça veut dire autre chose pour chacun. Pour moi, j'ai mis le mot sur hypersensibilité quand ma plus jeune fille, quand je suis arrivée un matin au boulot, on était encore aux États-Unis à l'époque, où j'ai dû dire à ma directrice, je suis en retard parce que ma fille a dû essayer 9 paires de chaussures. Puis je me suis dit, il doit y avoir quand même quelque chose. Et puis j'ai grandi avec l'étiquette d'enfant précoce. Donc pour moi, cette partie-là, elle était pas cachée, mais j'avais pas forcément aligné toutes les indications. Et puis j'avais des amis qui étaient français dans le sud de la Géorgie, là où j'habitais. Et puis c'est là où on m'a parlé de zèbre, et puis j'ai été voir, et puis j'ai vu que ça s'alignait assez pas mal. Donc voilà. Donc je suis hyper sensible, mais j'ai aussi 3 enfants qui ont leur singularité. Et puis c'est assez intéressant de voir comment ça cohabite. Oui, tout à fait. Oui, quand on le comprend pour soi, finalement, on arrive peut-être à mieux le redistribuer, au moins au sein de sa famille. C'est chouette, tu nous as donné une carte à la fois perso, familiale et professionnelle. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Parce que finalement, ta vie, c'est plein d'atypisme. C'est exactement ça. Et puis, en fait, tu parlais de normes. Alors, j'ai pas 4 heures, mais en même temps, mais pour moi, il y en a pas.
Et puis, c'est tellement fluide parce que de toute façon, je sais que je vais pas ressembler à une norme, mais quelle qu'elle soit, hein, que ce soit culturelle, que ce soit dans mon quotidien, que ce soit dans mon rythme, que ce soit dans l'intensité de ce que je vis. Donc, j'ai oublié la norme. Mais j'adore justement ce que disait Sandra, c'est partir à la rencontre de l'autre. Et puis de pleinement vivre ce que moi je vis. Et puis d'aller voir ce que l'autre vit. Et puis, je trouve ça génial. Puis, je pense que j'ai un petit peu vécu caché, dans le sens où comment je peux expliquer ça? Pour moi, ce qui m'intéresse, Si c'est tu de souhaites comprendre apporter ce que ton l'autre témoignage, ressent. si tu as des questions Donc, ou j'aime bien simplement savoir envie comment de les nous gens aiment envoyer leur des café. cœurs, J'aime bien n'hésite pas à savoir nous écrire un ce message sur qui le fait site, plaisir, le genre la de page musique. Instagram Ça ou le m'intéresse LinkedIn beaucoup, de le monde de l'Observatoire de l'autre. la sensibilité. Donc, Ou bien ici même en commentaire. je pars Et nous plus du serons principe ravis de te que je vais répondre. rencontrer l'autre dans sa C'était Audrey Hernandez. sensibilité, que je À vais bientôt. être acceptée dans la mienne. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Bah, en fait, c'est en lien quand même. Tu pars à la connaissance de l'autre, donc s'intéresser à quelqu'un d'autre, finalement, on le fait pas, en tout cas, pas de la même façon dans les détails, etc. Parce que comment l'autre aime son café, etc. On part vraiment presque dans la bulle intime de la personne. Mine Mais de ils ne le rien. savent pas. Nous, on sait. Oui, nous, on sait, oui. Nous, on sait à quel point c'est C'est vrai. intime, mais les autres ne rendent pas forcément compte que c'est des choses qui sont tellement uniques, tellement intenses, tellement différentes. Puis quand on donne de l'importance à l'autre dans ces détails-là, ils se rendent compte qu'on fait attention. Ah oui, les fameux détails, oui. C'est un pilier. Elsa? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Christine parce qu'elle a dit un mot qui m'a profondément marqué. Elle a employé le mot de manipulation. Oui. Et effectivement, moi, pour ma part, j'étais salariée, donc j'avais pas la posture de Sandra en termes de management et je n'avais pas un management de gens hypersensibles. Et en fait, j'ai réalisé que pendant 4 ans, j'avais été manipulée parce qu'ils avaient remarqué que j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup, etc. Et le fait de pas savoir justement qui on est réellement et de connaître son hypersensibilité fait qu'on accepte un peu tout et que on peut se rendre compte qu'à un moment donné, on a effectivement, comme dit Christine, été manipulé, ce qui est vraiment pas agréable en fait là-dessus. Donc c'est aussi l'idée d'apprendre à se connaître pour éviter ce genre de choses parce que ça a forcément des répercussions aussi psychologiques sur la personne. Et malheureusement, le monde du travail est pas forcément tout le temps bienveillant. Je vais pas faire des généralités parce que je pense qu'il y a des bonnes entreprises. Mais il y a aussi des personnes qui sont là pour appuyer là où il faut, pour que la personne en fasse encore plus, 10 fois plus, 20 fois plus. Mais finalement, ça va jamais assez et elle est trop comme ci, trop comme ça et on la comprend pas. Et de toute façon, on n'est pas là pour faire du social. Ça, ce sont des mots qui sont hyper impactants. Enfin, moi, quand je leur ai dit que j'étais une hypersensible, en off, ils m'ont pas dit en face, mais j'ai des collègues qui m'ont dit on n'est pas là pour faire du social. Donc c'est un peu aussi l'ambiance de l'entreprise que les hypersensibles peuvent subir entre guillemets, et c'est là où effectivement il faut vraiment se protéger rapidement entre guillemets comme on peut, mais en tout cas se protéger pour éviter d'être manipulé comme ça parce qu'on peut vite y tomber malheureusement. Oui, tout à fait. Puis, pardon, vas-y, Sandra. Non, je me permettrais juste de compléter les propos d'Elsa et je suis effectivement entièrement d'accord avec l'importance du contexte de travail, puisque effectivement en tant que personne hautement sensible, le contexte de travail a son importance plus. Il a toujours son importance de façon générale, mais j'ai envie de dire pour les sensibles que nous sommes, c'est d'autant plus vrai puisque justement ça minimise aussi ce risque de manipulation et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise, c'est-à-dire que là pour le coup, si le contexte est favorable, là le cercle est plus que vertueux et pour tout le monde et c'est juste génial. Voilà, mais effectivement malheureusement il faut qu'il soit vertueux. Voilà, malheureusement tous les contextes ne s'y prêtent pas et à un moment donné, c'est là où effectivement il est important de penser à soi, de savoir poser ses limites et à un moment donné de faire des choix aussi. Hein. C'est jamais évident, mais ou partir quoi. Voilà, effectivement. Tout à fait. Louisa, je t'ai vu hocher la tête. Ouais. Je vais vraiment dans le même sens évidemment. Mais j'ai aussi envie de rajouter que parfois, même si on n'est pas dans un environnement toxique, la personne hypersensible peut surinvestir, par exemple, la sphère du travail
parce qu'elle va vouloir absolument œuvrer et se mettre au service des autres, etc. Et peut-être du coup un peu trop surinvestir cet hémisphère-là. Pour ma part, du coup, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a une dizaine d'années. Et en fait, ce mot posé a fait qu'effectivement, d'un coup, on comprend tout. On revisite tout son passé, toute son enfance, son adolescence, enfin toutes les premières années dans la vie active, et on se dit ah mais c'est pour ça. Et effectivement, je ne suis pas folle, etc. En tout cas, ça explique en fait ce décalage qu'on a ressenti pendant plusieurs années. Alors pour ma part, j'ai pas fait de test pour savoir si j'étais HPI ou pas, mais clairement, je suis multipotentielle parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et en fait, simplement ces mots-là, ce mot hypersensible et multipotentiel, ont suffi à ensuite me permettre de creuser qui j'étais vraiment et du coup connaître mieux mon mode d'emploi. Et effectivement, de voir que beaucoup de choses pouvaient être positives, alors que moi, je les voyais comme des poisons. C'est-à-dire de trop ressentir d'émotions, de trop, finalement, d'être tout le temps à l'écoute de l'autre, etc. Enfin, en fait, je le faisais naturellement. Sauf qu'à un moment donné, je mélangeais si c'était mes émotions ou celles des autres, enfin, où était la frontière entre les deux. Et je pense qu'aussi, je me suis, par un contexte familial particulier, tout ça, je me suis mis dans une posture de sauveuse, qui a fait qu'à un moment donné, à l'âge de 30 ans, pouf, gros burn-out, etc. Parce qu'en fait, j'étais tournée tout le temps vers l'autre et du coup, jamais à mon service, en fait. Et donc, je prenais pas assez soin de moi, etc. Donc, à partir de ce moment-là, au gros arrêt, avec l'aide du coup d'un sophrologue que je remercie encore aujourd'hui, du coup, j'ai bien compris comment je fonctionnais, à poser mes limites aussi, à me ressourcer. Et à cette époque-là, du coup, j'étais enseignante, donc ça m'a beaucoup aussi servi parce que vous imaginez quelqu'un qui est hyper empathique, hyper sensible, tourné auprès de 31 élèves, plus les collègues, etc. À un moment donné, en gros, j'étais très très fatiguée tout le temps et je comprenais pas pourquoi mes collègues, en tout cas la majorité de mes collègues, n'étaient pas autant. Et à partir du moment où j'ai compris en fait ce mode d'emploi, j'ai vraiment trouvé des ressources pour mieux prendre soin de moi, tout en cultivant en fait tout ce qui était joli en fait du fait de mon hypersensibilité. C'est-à-dire qu'en fait j'avais une très bonne connaissance de mes élèves, donc savais plutôt bien répondre à leurs besoins. J'avais aussi un côté créatif, un côté intuitif, et tout ça, c'était vraiment au service de mes élèves. Donc ça c'était top. Mais par contre, pour moi, ça aussi, ça complètement plongeait mon énergie. J'avais vraiment besoin de tout un week-end pour me remettre de ma semaine, etc. Donc, comprendre ça vraiment a fait que j'ai pu déjà trouver mes ressources pour me reposer. Et puis aussi, de manière générale, dans la vie de tous les jours, me mettre aussi au service de projets que moi, j'avais envie de mener, plutôt que de tout le temps aller au service de projets des autres, même s'ils étaient super bien. C'était de se dire, j'ai aussi le droit d'avoir mon cap à moi et pas tout le temps suivre les caps des autres. Donc ça a été vraiment très intéressant. Et puis de se chercher aussi. Je me suis longtemps cherchée. En fait, j'ai commencé très tôt à travailler. À l'âge de 17 ans, j'étais animatrice en centre de loisirs. Et puis pendant les vacances scolaires, puisque je continuais quand même mes études, j'ai vite été ensuite directrice de centre de loisirs. Ensuite, j'ai été formatrice au BAFA, donc pour former les animateurs. En fait, j'avais vraiment envie d'avoir toujours la vue d'ensemble, en fait. Et en parallèle, je faisais des études de commerce international. Donc, à la fin de mes études, j'ai travaillé en entreprise et là, complètement pas adapté à moi, quoi. En gros, en open space. Donc, comme j'avais pas du tout la connaissance encore de mon hypersensibilité, là encore, grande fatigabilité, on me renvoyait que j'étais trop,
ceci, trop cela, même si on voyait aussi des qualités quand même dans mes compétences, etc. Mais il y avait tout un domaine que je ne connaissais pas et qui faisait que j'avais du mal en fait à m'adapter. Et puis surtout, je manquais de sens en fait. Comme j'avais travaillé tout plein d'années auprès d'enfants, j'avais un sentiment de contribution que je n'avais pas en entreprise au profit en fait d'un grand groupe où là j'avais plus de mal à savoir à quoi je contribuais, ce que je faisais là, à quoi ça servait et donc en fait après j'ai rebifurqué dans l'enseignement pour répondre justement à cette quête de sens, de contribution. Donc là, j'ai œuvré pendant du coup 13 ans sans trop me poser de questions. Et puis après est venu le temps de OK, ça y est, c'est bon, l'enseignement j'aime bien, mais je sens quand même aussi une fatigabilité et donc je me voyais pas être enseignante jusqu'à la retraite. Et en même temps, j'avais aussi cette envie de creuser en fait l'accompagnement individuel parce que c'était vraiment ça qui me correspondait. Donc, c'est là que je me suis formée en sophrologie pendant 2 ans et demi et sur toutes les sphères d'accompagnement avec l'outil de l'ikigai, par exemple, pour trouver vraiment sa voie, sa quête de sens. Et je suis aussi formatrice. Et en fait, là, du coup, j'ai l'impression de plus répondre à tout ce qui, finalement, de faire un cercle, en fait, d'accompagner à la fois des plus petits, à la fois des adultes, et de faire le lien entre tout ça. Donc en fait, là, je réponds plus à ma quête de sens. Donc voilà. C'est tes quêtes de sens. C'est ça, mes quêtes de sens. Voilà. Et en fait, nourrir aussi cette soif d'apprentissage, oui. de comprendre en fait comment fonctionnent les choses et de faire des liens entre elles, parce que souvent, plusieurs fois, on m'a renvoyé. Mais comment tu peux faire ci et ça et ça? Mais en fait, pour moi, il y a vraiment un lien. En fait, c'est pas des choses complètement diverses. C'est vraiment accompagner l'humain en fait, et accompagner l'humain aussi dans sa quête de sens et dans son souhait de contribuer. Et quand Sandra aussi évoquait le fait de trouver son sens au travail, pour moi aussi, en fait, et sur l'hypersensibilité, comment on fait pour relier les personnes très sensibles de personnes normaux sensibles. Pour moi, chacun est différent et du coup, chacun va apporter une pierre à l'édifice. Et du coup, voilà, les personnes très sensibles représentent 25 à 30% de la population. Et puis, on sait très bien que, en fait, ce qui est profitable aux personnes très sensibles l'est aussi aux personnes normosensibles. Donc, en fait, c'est peut-être aussi relié à tout ce qui est l'humanité, en fait. Donc, pour moi, c'est remettre vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Et oui, parfois, on va pleurer très facilement, mais d'autres fois, on va avoir vraiment les épaules pour travailler sur des choses beaucoup plus profondes et une force intérieure parce qu'en fait, on est ancré dans nos valeurs, etc. Et là, il y a un truc qui va jamais bouger. Donc, je trouve que c'est juste se rappeler qu'en fait, on est tous différents et l'idée, c'est vraiment de contribuer, chacun à notre échelle, chacun avec nos compétences, chacun avec qui on est surtout, pour un monde meilleur aussi. Hein. J'aime bien. Merci. Je profitais jusqu'à la fin. Merci, Louisa. Je me permets de rebondir du coup sur ce que tu dis et de donner la parole à Alban, l'aspect multipotentiel, plusieurs casquettes, plusieurs choses imbriquées les unes dans les autres. Alban, du coup, tu as commencé toi ta présentation de cette station. Je suis en tout. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il y a quelque chose que je viens de réaliser juste là à la faveur de cette table ronde, qu'en fait il y a un lien que je n'avais pas perçu jusque-là entre l'hypersensibilité et le monde du travail dans mon parcours. C'est que le moment où j'ai posé donc ce mot d'hypersensibilité sur mon fonctionnement, sur moi-même, en fait c'est lors de la seule expérience salariée que j'ai eue dans ma vie
C'est-à-dire, c'est une expérience quand même qui a duré qu'un seul mois. C'était l'année de mes 30 ans. Et en fait, c'est là qu'il y a une personne avec qui je travaillais. C'était un centre d'appel. On me répondait au téléphone pour le SAV d'EDF, un truc très passionnant qui était, pour toutes sortes de raisons qui n'étaient pas adaptées, mais enfin, c'était une bénédiction quand même, cette expérience. La seule semblable, c'était que j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de livres sur l'hypersensibilité, et donc à ce moment-là, j'ai été voir sur Internet des présentations de livres et des choses, et ça a été très, très révélateur, mais plus que ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie, une espèce de bascule. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment réalisé que c'était très lié au monde du travail, puisque c'est dans ma seule expérience vraiment classique, on va dire, du travail, en tout cas salarié. Voilà. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai posé ce mot d'hypersensibilité. Alors, ce qui était un petit peu particulier, c'est que j'avais le mot surdoué qui m'a été posé à l'enfance, à 5 ans, puisque j'avais été bilanté au QI quand j'avais 5 ans. Donc, il y avait ce mot surdoué, sauf qu'il y avait aucune, dans les années 80, il y avait rien qui, enfin bon, voilà, c'était un mot, et puis, ça avait expliqué pour les enseignants le fait que j'avais appris à lire et à écrire sans avoir appris, que j'avais su lire et écrire sans avoir appris. Donc, pour eux, c'était l'explication, voilà, il est surdoué, et puis, il n'y avait rien d'autre, hein. Donc, ce mot-là c'était le mot par lequel on me désignait, hein. Mais il n'y avait pas du tout de conscience d'une haute sensibilité liée à ça ou par rapport à ça. Donc il a fallu attendre vraiment mes 30 ans, et donc là pour que je me reconnaisse, hein, comme hypersensible, comme on disait. J'ai l'impression qu'on l'a plus ou moins tous découvert quand on était adulte, en fait. Ouais, c'est très long. C'est dommage, hein, parce que finalement, ça aurait pu répondre à pas mal de questions dès le départ, et peut-être à mieux gérer son adolescence ou ce genre de choses. Mais voilà, je pense Sandra tout à l'heure le disait, je pense qu'on l'est tous depuis qu'on est petit, à peu de choses près. C'est peut-être développé, accentué. En tout cas, on avait une sensibilité un peu plus forte que les autres, qui en fonction de l'environnement familial, etc., fait que ça s'accentue. Mais oui, en fait, moi personnellement, c'est à 3 ans, donc t'es adulte, quoi. Oui. Bon, c'est bien, au moins on l'a rencontré quelque part. Au moins on le sait, exactement. Moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que les instituteurs et institutrices de mes enfants en parlent très ouvertement. Et puis, j'écoutais Louisa, on voit clairement que c'est vraiment une approche différente. Les mots sont là, on comprend qu'il faut l'approche est différente, et puis il y a beaucoup plus d'acceptation. Je vois le genre de commentaires que j'ai dans les carnets de mes enfants, mais c'est magnifique, c'est plein d'amour et puis plein d'acceptation. C'est pas du tout des critiques ou des jugements. Et, enfin, pour une petite note positive, il me semble que ça a bien changé. Oui, moi j'ai pas connu ça. Non plus. Mais au contraire, j'ai envie de dire, alors moi pour ma part, j'ai tellement la sensation d'avoir subi cette hypersensibilité, voire même d'avoir enfant presque été montré du doigt par mes camarades. Bah, elle pleure, enfin bref, voilà, avec des parents plus ou moins dans la compréhension, parce que comme le disait Alban, hein, dans les années 80, voilà, les choses n'étaient pas aussi dites et connues qu'aujourd'hui. Donc mes parents à l'époque ont fait comme ils ont pu, hein, comme on fait tous, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment fait le choix d'en faire une force, de me réjouir, de m'émerveiller de choses simples dans la vie, de cette bienveillance et de cette authenticité. Et comme je l'entends parfois, je me pose la question de me dire, mais finalement, Sandra, est-ce que c'est toi qui es trop sensible, ou est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui qui ne l'est pas assez? Voilà. Mais pour autant, je me dis que c'est une chance, c'est une force, cette intuition, cette empathie. Moi, je me régale avec tout ça aujourd'hui, même si effectivement ça demande énormément d'énergie, et qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de poser ses limites. Louisa le disait très bien sur trouver des espaces ressources, des temps de repos, parce que effectivement ça entraîne une fatigabilité que les normaux sensibles n'ont pas forcément, ou ne comprendraient pas forcément. Et en tout cas, sur ces aspects-là, je tiens à souligner l'importance de la sphère familiale aussi, parce qu'on évoque
contexte professionnel, mais comme le dit Alban, c'est un tout aussi. On est un tout, et le soutien et en tout cas la compréhension de la sphère familiale, elle n'a pas de prix non plus. Et elle est hyper importante parce qu'effectivement, quand on arrive complètement rincé d'une journée de travail, parce que voilà, parce que bah oui, on a tout pris fois 1000, hein, et qu'on a un environnement familial qui est dans la compréhension et qui dit bon allez, écoute, va prendre un petit quart d'heure pour te reposer et puis voilà, ça va repartir. C'est juste c'est génial. C'est l'amour. Voilà. Donc voilà, Ça change tout. et en tant que coach, c'est vraiment dans ce sens-là que j'oriente l'accompagnement, c'est-à-dire de dire aux personnes, vous avez tout en vous. Effectivement, il faut le mode d'emploi, mais vous avez toutes les ressources en vous. C'est une chance et c'est une force. Je me permets de rebondir sur l'espace ressources parce que ça a été évoqué à plusieurs moments. Alors moi qui accompagne beaucoup de HPI et je me rends compte beaucoup plus de THPI, donc très haut potentiel intellectuel, avec aussi cette sensibilité, j'ai l'impression que tous les effleure, pour le vivre de façon peut-être plus sereine et positive, en tout cas à l'intérieur de soi. Quand je leur propose un espace ressources, qu'est-ce que tu fais à côté, etc., pour réévaluer ta jauge d'énergie, etc. C'est direct un peu presque la confrontation. Ah, moi, je ne dis pas, ça suffit ce truc, machin. Alors, je me permets de dire qu'on n'est pas obligé de se mettre sur un temps calme. Ça peut être un sport, ça peut être aller crier dans la forêt. J'ai une copine qui adore faire ça. Moi, je me suis mise à la batterie, ça me défoule, ça fait travailler le cœur. On ressort de là, c'est trop bien. Et voilà, en fait, on n'est pas obligé d'aller sur quelque chose de calme. Et je trouve que c'est quand même important de le dire dans le sens où on n'est pas que des bouddhas de l'intérieur. Et comme on ressent des choses fois 1000, pourquoi pas avoir un espace ressources fois 1000. Allons dans la folie. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de cliché lié à l'hypersensibilité où on voit l'hypersensible comme quelqu'un il faudrait que tout soit feutré, tout soit doux comme ça, alors qu'il y a une intensité qui permet des fois, enfin, au contraire, comme tu disais avec la batterie, tout ça, mais d'avoir des temps de ressourcement, mais qui soient dans des choses intenses, énergiques, et pas forcément, comme on peut imaginer, que des choses très délicates, très douces. Et attaché au genre aussi. Les femmes, c'est dans la douceur, etc. Il ne faudra pas trop crier et tout. Mais vous, les mecs, on va vous dire, va jouer au foot. Ah non, il n'y a pas que ça dans la vie. Tout à fait. Louisa, je t'ai vu faire comme ça sur les ressources. Alors oui, sur les ressources. Alors moi, c'est sûr, je suis sophrologue, donc je peux aller vers cette sphère calme. Mais encore, il y a des séances de sophrologie on peut effectivement être comme une méditation, mais on peut aussi être dans de la sophrologie dynamique. Il y a toutes sortes de sophrologie. Ce que ça offre vraiment un retour à soi. Mais on est d'accord que en fait les temps de ressources ils peuvent être complètement autres et ils sont encore une fois personnels. D'où cette la nécessité en fait justement d'avoir ce mode d'emploi et de dire en fait qu'est-ce qui me ressource moi. Donc ça peut être des choses créatives comme je sais pas, du dessin, du coloriage, de la peinture, de la musique, etc. Tout ce qui est créativité. Ça peut être tout ce qui est sportif effectivement, mais du coup du sport doux comme du yoga par exemple ou du sport plus intense, voire du sport très extrême parce que dans l'hypersensibilité il y en a aussi qui vont chercher en fait justement cette confrontation aussi à l'adrénaline, au danger, etc. Mais en tout cas pour moi ce qui est intéressant c'est d'aller renouer avec le corps. C'est ça en fait l'essentiel parce que en fait en tant qu'hypersensible on est beaucoup dans nos émotions, on est beaucoup dans notre tête et un petit peu moins dans notre corps, ou en tout cas dans notre corps c'est plutôt dans des ressentis parfois des ressentis agréables mais aussi des ressentis peu agréables. Et donc de se dire là je vais vraiment juste connecter au corps, donc même un massage ou même se promener dans la nature, etc. Enfin, en fait, c'est vraiment reconnecter au corps et lâcher un petit peu le mental
et l'émotionnel. C'est juste. Ouais, vas-y, Sandra. Non, je dis toujours que c'est ce qui permet de reposer le hamster. C'est ça. Voilà. Ça. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un seul hamster, hein, puisque c'est une colonie. Et c'est effectivement quand les roues se calment un petit peu et que on arrive effectivement à repasser par le corps, quelle que soit effectivement l'activité, hein, de la plus douce à la plus extrême. Mais je crois que c'est quand on arrive à faire redescendre ce flot de pensée et à être dans l'instant présent et plus dans l'analyse, la suranalyse, qu'effectivement les temps de ressources sont là. Ouais, le rapport au corps, je vais vous partager donc, du coup quelque chose un peu plus personnel. Moi, me dire que quelqu'un va me masser que je ne connais pas, mais il risque sa vie. C'est pas possible. Alors que, à l'inverse, quand quelqu'un me connaît, je peux avoir 30 secondes d'une étreinte, mais je vais lui dire faire. Il y a cette extrémité où tu ne touches pas, mais j'autorise certaines personnes. Et c'est bien aussi de pouvoir aussi transmettre aux personnes qu'on rencontre, ou aux enfants aussi qu'on rencontre. Je me dis, voilà, il y a même l'histoire du consentement, on n'est pas obligé de tous être touchés. Cette reconnexion au corps, c'est propre à chacun finalement. Exactement. Moi, je pense à un client que j'ai qui est, il a beaucoup d'hyper. Il est hyper sensible, mais il est aussi hyper actif. Et puis pour lui, tout doit être intense. Et puis on parlait de 1 minute de respiration. Puis il me disait, mais 20 secondes, c'est l'horreur, mais c'est une torture. Et puis, par contre, si je lui mets 15 minutes de Wim Hof avec des respirations intenses et puis de la performance, ça va. Mais 1 minute de respiration, genre faire 5 ou 6 respirations pendant 1 minute, c'est impossible. Et puis c'est vraiment dans la recherche de cette intensité. Et puis je crois que c'est aussi ça, c'est l'hypersensibilité, c'est vraiment la saveur de la neurodiversité, c'est de dire que c'est vraiment dans l'intensité. Puis dans l'intensité dans l'intérieur, dans ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, mais c'est aussi l'intensité de ce qu'on ressent autour de soi et l'intensité de toutes les connexions qu'on peut faire entre tout ça. Et donc oui, les hamsters effectivement. Et puis c'est intéressant de chercher plein d'espaces. Puis moi j'aime bien les espaces entre. J'aime bien marcher entre 2 rendez-vous. J'aime bien quand c'est à 2 endroits différents. J'aime bien quand il y a un train à prendre, quand il y a un bus à prendre, quand il y a quelque chose entre deux. J'aime bien faire la vaisselle entre 2 clients, des choses un peu très banales, mais pour moi ça marche très très bien parce que ça me, il y a soit justement la marche, ça me permet de me déplacer, puis je vois autre chose. Ou la vaisselle j'aime beaucoup parce qu'il y a le toucher et puis c'est de l'eau chaude, c'est agréable, j'aime bien. Mais je suis très consciente de ces petits moments et que de les prendre au bon moment, ça peut justement me donner un bon petit sas de décompression entre deux. Alors merci Christine sur la vaisselle, puisque quand je peux dire à la maison ou au travail, laissez-moi faire la vaisselle, ça me détend. On va t'inviter Sandra, pas de problème. Donc merci Christine. Je vous rejoins sur la vaisselle. Moi, c'est le ménage. Genre, je coupe tout pendant 2 ou 3 heures. Et le ménage, c'est autant il se voit matériellement et autant à l'intérieur, finalement, on remet un petit peu en place cette colonie de hamsters et on réattribue chaque pensée à tel endroit. Bon, pour moi, mon cerveau, il fonctionne un peu comme des tiroirs, etc. Et faire le ménage extérieur, ça me fait le ménage intérieur. Et ça me fait la coupure un peu comme Christine, finalement. Et on revient sur cette connaissance de soi, de ce qui nous fait du bien. Et du coup, personnellement, avant que je mette le mot hypersensible sur mon cas, je voyais beaucoup, toutes mes sensations et tout ça comme un poison, le fait de ressentir trop. Et à partir du moment où j'ai mis ce mot, en fait, effectivement, je m'en suis servie finalement à mon avantage. Maintenant, c'est-à-dire que, par exemple, ma mère s'en souvient encore, mais quand il y avait du fromage dans le frigo quand j'étais petite, mais elle en entendait parler pendant des jours. C'était, je faisais une crise, c'était pas possible. Alors que aujourd'hui, bon, c'est ok, c'est complètement ok. Mais parce que je l'ai en fait ancré, je l'ai intellectualisé aussi que c'est ok, que le fromage ça sent mauvais, on met une cloche et c'est bon. Mais c'est juste des astuces comme ça de fermer le fromage et puis simplement aussi d'aller vers des odeurs qui me ressourcent. Donc en fait par exemple des huiles essentielles, un parfum particulier,
ça va vraiment, vraiment me ressourcer. Et donc, la capacité à m'émerveiller aussi. Et ça, c'est vraiment au quotidien. Et je suis complètement d'accord avec Christine sur les moments entre deux où voilà, je vais juste aller entre deux rendez-vous. Et ben, je vais peut-être passer par là où il y a un arbre parce que j'adore voir les feuilles d'automne, etc. Et ça va participer à mon bien-être au quotidien. Donc, c'est pas forcément les grandes séances de choses, mais c'est reconnecter à tout ce qui nous ressource et de manière inépuisable, c'est-à-dire l'émerveillement, c'est-à-dire la gratitude, toutes ces choses-là. Et puis pour faire des sas aussi de déconnexion, effectivement, quand on rentre après une journée vraiment fatiguée, etc., de se dire ok, vous me laissez, je vais prendre ma douche. Et dans ma douche, je suis vraiment dans ma douche, c'est-à-dire je me reconnecte au sens avec un savon d'une odeur que vraiment j'ai choisi et qui va vraiment me faire me sentir bien. Et je vais me connecter à cette eau chaude qui coule le long de mon corps et qui fait vraiment du bien. Et puis qui laisse partir tout ce qui était pas très agréable de la journée, etc. Et après, hop, c'est parti. Et je suis pas dans j'ai des copies à corriger ou j'ai un rendez-vous à préparer. Je suis vraiment pleinement connectée à mes 5 sens sous ma douche, et ce qui fait un sas où après, hop, c'est ok maintenant d'aller discuter avec les enfants ou de reconnecter, enfin de passer à autre chose. Alors, je me permets d'aller sur la dernière étape, plus ou moins, de notre échange, où il y a déjà eu des astuces. Donc, Christine, tu marques un temps de pause, donc d'un point A à un point B, ou une vaisselle, etc. Louisa, fin de journée, la douche, en gros, ça te revivifie, ça te nettoie, ça te purifie, et après, tu peux aller sur ta sphère privée. Les autres, qu'est-ce que vous avez comme petits tips qu'on pourrait partager? Voilà, des choses pro ou perso, peu importe. Écoute, en moi, perso, c'est un peu les extrêmes. C'est-à-dire que je suis très sportive, j'adore ça, ça me défoule. Et là, actuellement, je fais du CrossFit, donc c'est plutôt quelque chose qui est très intense. Et à côté de ça, je vais adorer le soir me mettre la méditation dans le lit avant d'aller me coucher, parce que justement, j'arrive vraiment à relâcher la tête, j'arrive à relâcher le corps. Et c'est pas mal de choses. C'est, comme disait Louisa aussi, des fois, c'est des odeurs qui rappellent souvent l'enfance. Qui y a une bouffée de chaleur qui rentre dans tout le corps, qui sont hyper agréables. Ça peut être de la musique aussi sur les oreilles qui relâche également, une balade dans la nature. Enfin, pour ma part, il y en a pas mal, ce qui est bien. Et des fois, pour pas aller avec des hypersensibles, des fois ils ont du mal à trouver quand je leur demande en tant que sophrologue aussi quelles sont vos ressources, je sens que ça bloque. Ils ont l'impression qu'ils ont pas de ressources, en fait, parce qu'ils prennent pas forcément le temps, justement, de se poser un instant et de savoir qu'est-ce qui leur fait du bien. Donc, voilà, un petit tip, c'est vraiment essayer de se poser, de voir, il y a plein de choses qui peuvent les intéresser, au moins de trouver quelque chose qui leur convient, parfaitement. Ça peut être juste aller au cinéma. Des fois, c'est des gens, voilà, ça leur permet vraiment de couper là-dessus. Mais moi, voilà, c'est des choses un peu extrêmes. Des fois, ça va être du son chute libre ou du parapente, comme disait tout à l'heure Alban. Ça, c'est un peu, voilà. Puis à côté, ça va être du yoga, de la méditation. Voilà, c'est les deux. On extrapole. Mais on trouve l'équilibre, donc c'est l'essentiel. Oui, ça dépend du moment de la vie, de ce qu'on exactement. vit. C'est pas toujours la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça évolue, en fait. Ouais. Exactement. Puis je suis très liée aussi avec l'aspect du temps. C'est-à-dire en hiver, ça va être plus des choses qui vont être un peu plus calmes. Peut-être des balades, du yoga, etc., plus cocooning. Et quand les beaux jours arrivent, ça va être un petit peu plus, on va aller dehors, on va aller faire un petit saut en parapente, des trucs comme ça, quoi. Ouais, normal. Normal. On s'adapte. Tout à fait. Sandra, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors, moi, mon tips, c'est le chocolat. Ah, oui. Je valide. Deux par jour. Chocolat noir. On parlait de saveur et bon, voilà. Je partage mon secret, c'est le chocolat, mais pas que. Et effectivement, je rejoins Elsa sur en fonction du temps et du temps aussi dans la journée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi des journées qui sont plus remplies que d'autres. Et en fonction du temps, ça peut être 3 minutes de musique à fond qui feront beaucoup de bien. Comme en même temps, ça peut être de la lecture, de la marche. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que j'adapte un petit peu en fonction
entre guillemets, en fonction de l'agenda et en fonction du temps que j'ai disponible. Ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque, ce que j'essaie de pratiquer régulièrement dans ma voiture, puisque les temps de voiture, quelquefois, sont un peu des temps, on va pas dire perdus, mais en tout cas, voilà. La pratique de la cohérence cardiaque, pour moi, a vraiment été une belle découverte. Pareil, là, on calme les hamsters, tout le monde s'endort, et ça va mieux. Merci Sandra, j'adore. Je valide vraiment le chocolat. Alban, toi, tu as des astuces comme ça pour redescendre et remettre ta Si je peux rebondir. Ah, vas-y. Non, je pense pas avoir une connexion très stable. Là. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais juste rebondir si tu me permets, en fait, parce que là, c'est des choses qui sont très personnelles. Et dans le cadre du professionnel du travail, voilà, c'est des choses que j'ai faites qui sont personnelles du coup, mais si ça peut aider certaines personnes, quand on sent à un moment donné qu'on arrive vraiment, on est un peu au bout du chemin, on sait pas trop quoi faire. Pour ma part, j'ai fait un coaching professionnel qui m'a permis vraiment de tout poser à plat. Et en 2 mois, je suis passée de je sais pas trop quoi faire, nanana, à ok, je suis plus épanouie dans mon travail, le management ne me va plus, je veux partir dans le bien-être, je vais monter mon entreprise. Voilà, ça a été une révélation. Donc c'est aussi de ne pas hésiter à s'appuyer sur des professions complémentaires, coach, psychologue, hypnose, sophrologue, etc. Qui nous font sortir la tête de l'eau, parce que souvent on a l'impression qu'on peut gérer ça tout seul, et en fait en règle générale non, parce qu'on n'a pas du tout le recul sur la situation. Donc ça peut être aussi des moments ressources, parce que justement ça permet vraiment de prendre du recul et de se dire ok, là ça va plus, qu'est-ce que je dois faire, je prends du recul, qu'est-ce que je fais pour que moi j'aille mieux, en plus des compléments de ressources dont on a parlé là à l'instant. Et pour avoir des pros, vous pouvez aller dans l'annuaire de l'Observatoire de la sensibilité. Bien placé. T'as vu ça? Merci Elsa. Merci à toi. Et toi, Alban? Moi, je suis aussi très réceptif aux odeurs, à la musique et puis à la nature. Mais celui qui me vient de partager, c'est un qui m'a beaucoup aidé, notamment suite à cette prise de conscience, cette hypersensibilité, comme on disait tout à l'heure, à l'âge de mes 30 ans. Parce qu'avant, comme tu disais Sandra tout à l'heure, c'était quelque chose qui pour moi était subi et incompris. Puis d'un seul coup, quand j'en ai entendu parler, et puis en plus, je suis tombé rapidement sur l'approche très positive et qui sonnait très juste de Saverio Tomasella. Donc vraiment, j'ai pu nommer, identifier la chose, me dire effectivement, et comme je disais, je suis pas fou, enfin bon, c'est pas si vraiment fou c'était le mot, mais en tout cas, bon voilà, c'est explicable, c'est pas quelque chose d'irrationnel auquel je suis en proie, un espèce de démon incompréhensible. Donc il y avait vraiment un grand soulagement. Et puis il y avait une orientation totalement différente, c'est-à-dire voilà, ça existe, il y en a d'autres qui sont comme ça. En plus, c'est positif. Enfin, ça peut être positif, donc on va faire en sorte que ça soit positif, et donc de quelque chose que je subissais puis qui était totalement incompris, à partir du moment où le mot était posé, la bascule était totalement faite, et puis j'étais dans quelque chose de complètement différent, où je me disais, voilà, c'est mon fonctionnement, c'est ma particularité, et puis on va l'accueillir au lieu de se battre contre, ou au lieu d'essayer de l'analyser et puis de pas le comprendre, on va vraiment le laisser pleinement vivre, s'épanouir, et puis voilà. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé à le vivre de manière apaisée, parce que au début, même si dans ma manière d'appréhender les choses, la bascule s'était faite très rapidement, et puis que maintenant je l'acceptais, et puis j'en avais plus peur, mais il y avait toujours les habitudes d'être submergé par des choses assez paralysantes et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là comme type pour calmer, pacifier, rassurer, parce qu'il y avait un gros besoin d'être rassuré par rapport à ça. Parce que pendant des années, en plus, c'était quelque chose qui était tellement incompris, qui paraissait tellement, qui faisait peur aux autres, tout simplement. Donc, du coup, ça me faisait peur à moi aussi. Donc, je me faisais peur à moi. Cette hypersensibilité, elle me faisait peur. Donc, à partir du moment où elle était acceptée, il restait toujours un besoin d'être apaisé quand la grande émotion ou la grande réaction sensorielle se produisait. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me toucher, mais des toucher tout doux comme ça. Alors, ou le visage, le front, ou la nuque, par exemple. Mais vraiment, c'était très, très fort. C'est-à-dire que les états un peu de panique comme ça, je pouvais les calmer rien qu'en faisant, mais vraiment tout doux, comme si vraiment on caresse un bébé, ou vraiment quelque chose de très, très doux comme ça, de très apaisant. C'est comme si
au ressenti, la manière dont ça calmait les choses, c'est comme si quelque part il y avait quelqu'un d'autre quoi qui touchait de manière très apaisante et qui rassurait, qui disait c'est rien, et il y a quelqu'un quoi. Voilà, c'était quelque chose de très accompagnant. C'est soi-même avec soi-même, mais c'est une manière de beaucoup s'accompagner avec beaucoup de douceur et puis donc de faire tomber cette peur qui venait quand l'émotion montait très fort, parce que pendant des années il y avait une telle peur qui était nourrie aussi de la peur des autres vis-à-vis de ça, que voilà, il fallait vraiment rassurer, calmer les choses. Et donc ce truc-là, je l'ai souvent fait aussi dans les premières conférences que j'ai fait, et ça a été très efficace, parce qu'au début je commençais à trembler et tout ça. Bon, heureusement la première fois j'avais un micro, chose que j'aime plus du tout maintenant, là, un micro filaire là qu'on tient, mais ça m'a bien servi pour moins trembler. Et puis dès que je m'étais touché un peu la nuque comme ça, le front tout doucement comme ça, la pression était retombée, puis j'avais pu parler assez librement et ne plus être paralysé par les tremblements, tout ça. Tu as découvert cette technique avant d'être face à un public, etc., ou c'est vraiment dans des moments un peu intermédiaires de pression, de stress que tu as découvert ça? C'est juste après la révélation là par rapport à l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'après quand j'ai commencé ça m'est venu tout naturellement en fait, mais c'est-à-dire suite à cette prise de conscience, cette bascule dans la manière d'appréhender les choses, j'ai toujours eu ces pics là, ces grandes montées paralysantes là d'émotions ou de réactions sensorielles, enfin souvent les deux. Et puis là, c'est comme si en fait la main qui touchait et qui apaisait, en fait c'est comme si c'était la partie de moi qui maintenant était dans une autre appréhension, qui était dans l'acceptation, donc qui rassurait la partie qui restait toujours très réactive et très figée dans la réaction d'avant, qui était de peur et de paralysie. Mais ça m'est venu tout naturellement. Mais c'est comme si vraiment la partie de moi qui maintenant était rassurée vis-à-vis de ça calmait la partie plutôt physique de ça qui restait très fragile, enfin très perturbée par ça. Relier le corps, l'esprit, de toi à toi, et faire du lien en fait entre toutes ces parties. On n'est pas scindés finalement, on reste des êtres humains, pas des robots. Merci beaucoup Alban. Christine, tu en es ton micro. Oui. Je voulais juste ajouter par rapport au monde du travail. Moi, je pense que il y a aussi une certaine communication à avoir, mais pas sur l'étiquette. Le plus souvent possible, moi, je suggère à mes candidats qui vont en entretien d'embauche et qui me demandent s'il faut le dire, comment il faut le faire, parce qu'ils pensent que c'est vraiment, ça se voit tellement qu'il faut le dire tout de suite. Et puis, j'essaye souvent de leur dire, mais hypersensibilité, c'est très important pour vous parce que c'est identitaire. C'est un groupe dans lequel vous vous sentez appartenir. Et pour la personne en face, c'est juste une étiquette et ils n'ont pas forcément les bons titres derrière. Donc, il vaut peut-être mieux expliquer quels comportements pour vous sont observables de l'extérieur. Donc, de dire, alors moi, par exemple, j'ai beaucoup d'enthousiasme dans mon travail. Quand je commence une conversation, vous verrez très vite à quel point je suis passionnée. Et puis, j'ai beaucoup besoin d'être très curieuse. Je pose beaucoup de questions. Et puis, je vais être très enthousiaste. C'est pas du tout parce que je veux prendre plus de place que l'autre. C'est juste que vraiment, je suis très engagée dans mes émotions avec la conversation. Par exemple, moi, je sais que j'ai très vite tendance, quand on commence les repas de midi, à dire que j'ai un peu de peine à parler de choses que je suis pas en train de manger et que ça me surcharge si on commence à parler de repas qui sont pas devant moi. Et puis ça m'amène aussi à une autre chose, c'est l'humour. C'est que il y a certaines choses qui sont très graves et très pesantes et très importantes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très légères, très drôles et puis très amusantes. Et puis ça vaut aussi la peine de partager celle-là avec ses collègues et puis ça peut un peu alléger un petit peu les choses. Donc voilà, peut-être l'humour, mais aussi parler plutôt de ce qui vous rend spécifique et différent. Puis tôt ou tard, les gens vont l'observer puis vont se dire, ah mais oui, elle en avait parlé, c'est exactement ça. Et oui, elle se connaît tellement bien. Plutôt que de se dire, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, amener sur une vision plutôt positive, pas une étiquette comme on a l'impression de le lire dans les médias, le voir, etc. Louisa? Exactement, je vais vraiment dans le sens de Christine et du coup de pas forcément dire qu'on est hypersensible, mais plutôt dénoncer effectivement comment on est et de se dire souvent j'ai besoin de poser des questions pour bien comprendre et on peut y aller et aussi énoncer nos besoins. C'est-à-dire notamment si vous êtes en open space, de dire bon ben voilà, moi je vais mettre un casque parce que vraiment j'en ai besoin pour m'isoler et être concentrée, ou éventuellement demander si vous pouvez décaler vos horaires. Si vous préférez, par exemple, travailler le soir parce qu'il y a moins de monde, etc.
ne pas hésiter en fait à énoncer vos besoins ou à vous dire est-ce que c'est possible d'avoir une salle, je sais pas, chaque lundi de 10h à midi, comme ça je fais mes tâches longues. Préciser en fait plus les besoins plutôt que effectivement donner ce mot qui va être étiqueté sans que les personnes en fait non hypersensibles sachent en fait à quoi ça correspond. Et puis en sachant qu'en plus il y a autant, on est hypersensible de différentes manières, quoi. Oui. Donc ne pas oublier ça et de prendre des pauses aussi, d'aller vraiment ce qui nous fait du bien. Tout à fait. Merci Louisa. On arrive à une petite heure, c'est passé très vite d'échange. Est-ce que chacun, vous avez envie d'amener une dernière chose pour conclure? Une pensée ou autre chose, un bilan? Je vais commencer. Si je fais un bilan de ce que nous, on a pu échanger pendant cette heure-ci, alors bien sûr, il y aura évidemment d'autres choses à aller explorer à l'intérieur de soi, mais déjà partir à sa propre rencontre, pas toujours évident, c'est très courageux comme démarche. Donc, à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, n'hésitez pas à y aller. Ça permet de partir de soi. C'est pas une démarche égocentrique comme peut-être parfois on peut nous le renvoyer. Bien au contraire, ça permet de se déployer vers le monde extérieur, de donner une carte de lecture, un mode d'emploi, et on a le droit également de revenir sur certaines choses à différents degrés parfois, parce que la jauge peut exploser. Il n'y a pas de mal, au contraire, il suffit de le communiquer. Se donner de l'amour. Et aux gens qu'on choisit. Je me permettrai de prendre la suite et le mot qui me vient à l'esprit, c'est authenticité. Voilà. J'irai pas plus loin. Si j'avais un deuxième mot à rajouter, ça serait authenticité et chocolat. Voilà. Ah, voilà. Ma conclusion. Je dois reprendre après chocolat. Alors, avec chocolat, moi je dirais, oui, effectivement, l'authenticité, mais je pense aussi de se permettre l'intensité, parce qu'en fait, c'est tellement bien, et puis essayer tout le temps de se recaler avec les autres, ben on perd son authenticité et son intégrité. Je pense vraiment de se permettre l'intensité. Merci. Moi, je rajouterais avec tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord. L'acceptation aussi d'être tel que l'on est et de tout simplement s'aimer aussi tel que l'on est, parce que des fois, quand on est hypersensible, je trouve pas facile, en tout cas, je parle pour moi, de s'accepter tel que l'on est et de s'aimer réellement tel que l'on est. Donc voilà, de l'acceptation, de la bienveillance vis-à-vis de soi-même aussi, ça fait du bien. Tout à fait. Alors moi, j'avais noté aussi des références de livres, peut-être qui sont intéressants à lire. Donc c'est Ultra sensible au travail de Saverio Tomasella, Hypersensible et heureux au travail de Barry Jagger, et puis Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail de Fanny Marais. Je vous les conseille vraiment sur ces thèmes-là pour répondre peut-être plus à comment je mets mes limites, comment j'apprends à répondre à mes besoins au travail, etc. C'est vraiment bien. Et puis moi, sur l'axe sur lequel je voulais aller, c'est aussi sur la quête de sens. Souvent, les personnes en fait viennent à moi en ayant pour optique de se reconvertir. Or, en fait, on s'aperçoit parfois quand on fait l'ikigai. Je vous invite à revoir. J'avais fait une conférence sur YouTube l'année dernière sur la semaine de la sensibilité sur le compte de l'Observatoire, donc je vous invite à y retourner si besoin. Mais en fait, quand on voit en fait ce que les personnes aiment, ce pourquoi elles sont douées, ce à quoi elles veulent contribuer et ce à quoi elles peuvent avec quoi elles peuvent être rémunérées, finalement, parfois, bien souvent, les personnes sont en fait dans le bon secteur d'activité pour elles. Sauf qu'en fait, le point à changer, c'est l'environnement, ou en tout cas à faire évoluer. Et donc parfois, c'est simplement réajuster plusieurs choses avant de repartir tout de suite dans une reconversion. Une reconversion, c'est très bien aussi, hein. Mais avant avant d'aller vers là, peut-être se reposer cette question de l'environnement pour soi. Et puis, j'ai aussi envie de dire que aujourd'hui,
voilà, c'est fini de faire le même métier pendant 40 ans. Les métiers de demain n'existent pas encore, et c'est ce que je dis aussi aux jeunes. On voit aussi combien le travail peut évoluer très vite et se réadapter, et se réinventer, comme là nous l'a montré aussi cette période de la Covid. On a réinventé des manières de travailler. Et donc, pour moi, on a aussi besoin d'entendre des nouveaux récits. Donc, n'hésitez pas à aller écouter des personnes, en fait, qui font pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, du coup, à ce propos, je lancerai un podcast au mois de janvier sur un peu ce thème où j'inviterai, en fait, des personnes qui osent aller dans des nouvelles voies, inventer de nouveaux chemins bons pour eux. Et donc j'ai envie de donner cet espoir-là aussi aux personnes qui ont parfois du mal à trouver leur place. On peut aussi inventer des nouvelles places aujourd'hui. Tout à fait. Merci Louisa, j'adore. Alors on a quête de sens, acceptation de soi, découverte de soi, chocolat, authenticité, de l'amour. Alban, qu'est-ce que tu as? Moi, en tout cas, je suis très inspiré par ce que tu as dit, Louisa. Puis c'est vrai que ça rejoint quelque chose aussi que je voulais dire sur le fait que avec l'hypersensibilité, quand on compose avec positivement, c'est quelque chose de merveilleux pour pouvoir être inspiré ou en tout cas créer des choses. Et donc, quand tu disais, les métiers du futur ne sont pas encore créés, tout ça, puis tout cet élan dont tu as parlé pour créer des nouvelles choses, pour initier de nouvelles choses, je pense que c'est là où l'hypersensibilité est vraiment très porteuse, enfin vraiment moi j'expérimente depuis donc bientôt 10 ans là, comme je vous disais tout à l'heure, le moment où j'ai posé le mot dessus, tout ce qui est rendu possible par cette intensité, comme tu disais Christine, par cette hypersensibilité que l'on vit et qui nous permet d'aller cette manière qu'on a de percevoir plus de choses, parce qu'on perçoit des choses plus intensément et à la fois des choses un peu subtiles qui peuvent échapper à la majorité, ça nous permet d'imaginer et de créer beaucoup de choses. Et puis après, cette intensité, quand on la vit positivement, on peut la mettre vraiment au service de quelque chose qui nous apparaît, et donc on peut avoir l'énergie pour le porter. Enfin, je trouve vraiment que c'est assez merveilleux comme atout, hein. Enfin, c'est vraiment un atout pour développer des nouvelles choses, pour expérimenter et parce qu'on a toute cette richesse de ressentis et d'idées qui nous permet à partir du moment où on ose et on s'autorise à s'exprimer et puis à y aller, à se lancer, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se mettre en place, et je pense que l'hypersensibilité peut vraiment amener beaucoup pour le changement de société dont on a besoin dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Oser cette intensité, l'apprendre en tout cas. Merci à tout le monde. Ça y est, on a terminé notre enregistrement. On aurait encore plein de choses à dire, ça c'est sûr. J'invite les personnes à venir réagir, à apporter peut-être leur témoignage, leur vision, leurs questions aussi. Ça serait super intéressant. Encore merci du cœur en fait. Voilà. On a dit on peut oser l'intensité. Alors c'est vrai qu'on ne se connaît pas encore en vrai, mais merci du cœur. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci. Belle continuation dans cette semaine de la sensibilité. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était une interview de Alban Bourdi, Christine Leclerc-Scherling, Louisa Benjilani, Elsa Couvaigne et Sandra Bouzon. C'était Audrey Hernandez et j'espère que cette écoute t'a plu. À bientôt.